Ken Bugul, cendres et braise. Chapitre 7. La nuit s'abattait sur la maison en silence et douceur. Un vent chargé de rêves et d'espoir faisait frémir les étoiles. Je me retirais sans bruit et m'enfermais en silence. Le matin, j'ouvrais la porte de la chambre dès le premier appel à la prière. Le nom du Seigneur faisait fuir Satan et il n'y avait plus aucun danger. L'air frais rentrait et me faisait frissonner. La mer allait bientôt sortir. J'avais hâte d'entendre sa voix remercier Allah le Tout-Puissant en me faisant le tour de la maison en prière. Je faisais ma toilette, m'habillais et priais à nouveau, m'allongeais presque dans mes pensées. À peine parce qu'une salutation discrète me fit sursauter. « Le marabout vous demande !» C'était la voix de Tahir. Tahir était un des disciples du marabout. Un disciple spécial. Il était là depuis quelques années, depuis plusieurs années. Il avait été amené chez le marabout quelques années auparavant pour se faire soigner, car ce dernier était réputé pour guérir les maladies mentales. Quand j'ai rencontré Tahir, il était l'un des disciples les plus fanatiques du marabout. Sa tâche consistait à être au service de ce dernier chaque seconde de sa vie. Il ne parlait pas, sauf quand le marabout le lui demandait. Il n'avait pas d'amis, il ne plaisantait pas, ne riait pas. À chaque instant de sa vie, il était prêt à servir le marabout. Il faisait preuve d'un don de soi qui allait jusqu'au renoncement. Tahir me fascinait. « J'arrive, lui répondis-je. » Mais il ne bougea pas du seuil de ma porte, et je savais qu'il n'en bougerait pas tant que je ne le suivrais pas. Peut-être n'en étais-je pas arrivé au même point que lui en ce qui concernait le marabout, mais depuis la rencontre avec ce dernier, je me sentais disponible à son endroit. Je me levai, enfilai un boubou, attachai mon mouchoir de tête, les chaussures m'attendaient devant la porte. La mère, à cette heure, était sûrement occupée à traire les vaches, à préparer le quinqueliba, à parler avec les moutons et les coqs. Dans la cour, Deifatou balayait l'immensité. « Je vais chez le marabout », lançai-je au passage. Je suivais Tahir pour ce matin bleu, le long du chemin de sable qui menait chez le marabout, comme le tunnel de l'espoir, de l'espérance que je sentais et que je n'osais exprimer. J'avais trouvé le marabout assis sur son lit, plus majestueux encore, dans ses habits amidonnés. La plupart de ses épouses étaient installées par terre sur le tapis devant lui. Elles étaient habillées, parées pour saluer le marabout et parfois pour prendre le petit déjeuner avec lui. Devant l'entrée des appartements, Tahir s'esquiva discrètement pour retourner à ses occupations. Il balaya la demeure du marabout, allait chercher de l'eau au puits, coupait le bois, s'occupait du bétail. Les genoux à terre, je saluai le marabout, ensuite ses épouses. Je découvrais ces dernières au fur et à mesure que je venais. Je sentais que ses épouses changeaient de comportement à mon égard, car le marabout me sollicitait de plus en plus. Il insistait pour que je prenne le petit déjeuner avec lui. Il m'accueillait avec une joie qu'il ne pouvait dissimuler. Après le petit déjeuner, ses épouses se retiraient, les visites commençaient. On venait chez le marabout pour toutes sortes de services. Il était particulièrement réputé pour sa générosité, ses dons de guérisseur, ses qualités de médiateur, son aptitude à ramener la quiétude dans les âmes tourmentées et son charme. Le marabout était si charmant, si agréable, si disponible. Il ne voulait jamais me laisser partir. Et cela me permit d'apprécier encore plus la façon dont il résolvait les problèmes des gens. Il m'associait à tout ce qu'il faisait, à tout ce qu'il disait, me prenait à témoin de tout. Quand il arrivait un moment où nous étions seuls, il me posait des tas de questions. Il s'intéressait à tout et n'avait aucun préjugé. Ce fut ainsi qu'avec lui, je repris le chemin du purgatoire. Le marabout me permit de me dévoiler, de m'expliquer, de parler de tout un cheminement intérieur que j'étais seul à vivre. Je n'avais jamais espéré rencontrer en ce monde quelqu'un avec qui je pouvais autant communiquer. Il me donna confiance en lui, en moi-même, en Dieu, en l'univers.
En arrivant au village, je ne pensais pas retrouver le marabout, je pensais retrouver la mer. Il me permit de la retrouver, de la découvrir, de l'aimer, de la reconnaître. Le ciel de l'hivernage au-dessus des têtes menaçait continuellement. L'air sentait l'eau, et Dieu exauça le souhait. Là, à l'est, le ciel avançait dans un nuage chargé de l'attente de milliers d'hommes, de milliers de grains de sable, de milliers de graines, de milliers de vies hibernées. « Je vais vite rentrer à la maison, lui dis-je. Le marabout souhaitait que je reste avec lui, mais ce n'était pas possible. La pluie pouvait durer une journée entière, une nuit entière. J'étais vite retourné à la maison, le cœur rempli de multiples sensations. Joie, espoir, satisfaction, des sentiments de soulagement indescriptibles. La mère avait déjà tout rangé, la cour de la maison était devenue brusquement déserte. Une brise fraîche remuait l'air. Excité, je me ruais vers la chambre que j'occupais et qui, me disais-je, située à l'est, recevrait les premières gouttes d'eau, mais soudain une rafale fit trembler les tôles. Que de nostalgie, que de souvenirs, que de sensations. Il fallait que je me lave avec cette eau de pluie. Débarrasser mon corps de cette transpiration pendant les lourds instants de soupirs étouffés, pendant les lourds hivers de refoulement, pendant les longues ivresses sauvages. Le grondement de tonnerre annihila les angoisses enfouies. L'éclair fulgurant balaya la cécité tenace. Ah, ces gouttes d'eau sur ma peau m'inspiraient, me purifiaient. Mille gloires à Dieu, le maître de l'univers. Antaseï, es-tu amoureuse de Goratiam ? Elle se mit à rire comme si tout le ridicule du monde était dans ma question. Mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Tu es vraiment extraordinaire. Demande à Goratiam s'il est lui amoureux de moi et pourquoi il m'a épousée. Et elle continuait à rire en m'invitant à l'admirer. Antaseï était une fille dont n'importe qui serait tombé amoureux. Ah, pourquoi n'avais-je pas connu, vécu, cette forme de sensualité ? Que de vie m'avait échappé ? Y commençait à trouver assez triste l'appartement rue des Grands Augustins. Je ne comprenais pas. Mais comment il ne se sentait pas bien depuis quelque temps ? Je me pliais à tous ses désirs. Pourtant, nous avions été si heureux là, grâce à sa mère qui y trouvait son bonheur. Y y avait trouvé un appartement rue de Sèvres au même numéro qu'elle. Pourquoi n'allions-nous pas habiter ailleurs à Saint-Germain-des-Prés ? Que voulait-il exactement en s'installant rue de Sèvres ? Il trouvait que sa mère était gênante et sa femme habitait juste derrière le pâté de maison. La promiscuité pouvait favoriser le constat d'adultère que celle-ci voulait mettre à son actif. Je déclarerais habiter chez ma mère, avait avancé Y. Je laissai faire. Dans ce cas, nous pouvons prendre l'appartement à mon nom, lui proposai-je. Il n'accepta pas. Jamais, toi aussi, quand tu en auras marre comme l'autre, tu me mettras à la porte, jamais. Quelle idée se faisait-il des femmes depuis que sa femme avait entamé la procédure de divorce ? Je lui rétorquai que j'avais les mêmes appréhensions que lui. Toi aussi, tu peux m'expulser du jour au lendemain, et je serai en position de faiblesse. Nous ne sommes pas mariés, et même si je fais jouer les avantages du concubinage avec témoins, je perdrai toujours la face. Je suis une étrangère, et personne n'aura oublié que je suis une femme. Et c'est si facile d'exploiter une femme. Le contexte économique était catastrophique, et les répercussions sur le social étaient inévitables. Une recrudescence du racisme était nettement perceptible. Depuis le début de la procédure de divorce, mes rapports avec Y s'étaient détériorés. Je n'étais plus la maîtresse de la rue des Grands Augustins, je pensais à celle-ci le cœur lourd. Seulement, je ne voulais pas me laisser convaincre par l'adversité. Je voulais poursuivre l'amour. Y avait récupéré le chien car sa femme ne voulait plus le garder et de toute évidence, il ne lui aurait pas laissé. Il s'était donné rendez-vous dans un café du quartier pour l'opération. En rentrant, il m'avait parlé d'elle. Elle a changé de coiffure, cela ne lui va pas du tout. Elle est outrageusement maquillée. Dire qu'elle était si belle, si douce, elle avait de si beaux cheveux.
Elle portait un imperméable avec un col en renard. Elle n'en avait pas. Si je ne lui en avais pas acheté. Je me demande où elle a pu trouver l'argent. Je l'écoutais calmement, en même temps j'analysais tout ce qu'il disait et je tentais de situer ses sentiments. Il était encore amoureux de sa femme. Il avait déménagé toutes ses affaires de la rue de l'université. Cet appartement où j'avais été une fois, avant que la procédure de divorce ne soit engagée. Sa femme était dans leur maison de campagne où il n'avait pas pu s'empêcher de me montrer le lieu d'où il me téléphonait quand je me trouvais dans mon pays, quand nous parlions parfois pendant plus d'1 heure, quand il me mettait de la musique, m'embrassait, criait mon nom. C'était un appartement tout en lumière de blanc cassé et d'orange fragile. Dans des placards encastrés, dont un battant était à moitié tiré, j'avais aperçu furtivement des robes de sa femme sur une étagère, des chapeaux. Je ne voulais pas y rester longtemps. C'était l'unique fois où j'y allais. La tentative de conciliation avait eu lieu, mais sa femme ne voulait plus de lui. Elle voulait le divorce. Comment était-ce possible? Il croyait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Le travail de Y n'allait pas bien. Décidément, tout allait mal pour lui. L'économie mondiale venait de recevoir un coup fatal après la découverte d'une arme nouvelle, l'énergie. L'embargo sur le pétrole bouleversa tout, de Wall Street au syndicat. Maintenant, j'avais une maison à tenir, un homme fragile dont il fallait s'occuper et un chien. J'étais une bonne femme qui allait chercher sa hampe ou sa bavette chez Mère Grand, le journal chez Richard, le pain chez Poilane. Il fallait que je sois toujours habillé avec élégance. C'était ainsi que Y le voulait, et moi, pour compenser un vide affectif profond, je m'investissais dans l'habillement. Le matin, je me levais tôt, préparais le petit déjeuner pour un homme qui ne savait même pas remuer le sucre dans son café. Mais je le servais avec tendresse, sans contrainte. Avais-je été élevé pour remuer du sucre pour un homme? Dès qu'il partait pour le travail, je rangeais l'appartement, m'habillais avec soin et allais promener le chien, mon chien désormais. La femme de Y, qui ne m'avait peut-être jamais rencontré, pouvait me reconnaître à cause du chien qui rapidement s'était attaché à moi. Je prenais souvent par la rue des Saints-Pères pour descendre vers les quais de la Seine, où je promenais mon chien et mon autre moi-même tranquillement. Sous un sol pleureur, je regardais le Louvre et pensais à toutes ces choses qui se passaient en Occident, à la nouvelle vie qui m'attendait entre Y et sa mère, et à cette solitude qui me poursuivait partout. Et c'était pendant toute cette époque où Paris était fraîche comme le creux des seins des femmes repues. Paris ressemblait à une symphonie, m'emportait dans son murmure. La Seine, l'éternel rêve, imprégnait le vers galant où Henri IV mérita une statue. Je revenais de la promenade avec le chien, énorme bête de plus de 60 kilos, abondamment poilu, de longs poils qui se mouvaient quand il marchait, un berger de Brie ou Briard. Ensuite, c'était par la rue Saint-André-des-Arts, le carrefour de Bucci, la rue de Seine, je traversais le boulevard Saint-Germain, remontais la rue du Four jusqu'à la place de la Croix-Rouge. Je faisais les courses et dans la plupart des magasins, malgré les restrictions habituelles, on me laissait entrer avec le chien. Quand je prenais le journal chez Richard, celui-ci, vrai Alsacien et fin gourmet, gardait toujours pour le chien un restant de gigot ou un morceau de fromage. Je m'habituais à la rue de Sèvres où je m'évertuais à créer un nouveau rêve. Comme les gens se ressemblaient par quartier et étaient différents en même temps. Rue des Grands Augustins, j'étais une maîtresse, une femme qui ne faisait rien d'autre qu'attendre un homme. Je faisais maintenant Faubourg Saint-Germain-des-Prés. Apparemment, dans ce monde de misère, de violence, de racisme, d'exploitation, de pauvreté, de faim et de soif, j'étais une personne heureuse qui semblait symboliser la joie de vivre. Le rêve était plus intense que la réalité. La réalité africaine, je ne la vivais pas. Le social n'était pas le même. Je ne vivais que le rêve avec Y, un homme que j'aimais absolument, sans retour, presque avec désespoir. Ainsi, je ne composais pas avec le quotidien, je composais avec le rêve.
Rêve de Sèvres, c'était une jeune femme noire, une bourgeoise, qui vivait avec un homme dont la femme avait demandé le divorce à cause d'elle. De l'avis unanime, j'en valais la peine. Mais se rendait-on compte que cette personne n'avait joui que d'illusions? Que cette personne jouait à l'équilibré, arrivait à ce qu'elle appelle le dépassement de l'assimilation? Que cette personne qui faisait que les gens souriaient sur son passage pour sympathiser avec elle, cette personne que ses compatriotes regardaient dans la rue comme une autre étrangère, cette personne qui cherchait dans le fin fond de son subconscient la cause fondamentale de son irascibilité, que cette personne était mieux placée que quiconque pour vivre la culture de son compagnon, car elle l'avait épousé pour être en mesure de goûter les vins et les fromages de France. Nul n'était aussi sensible à sa littérature, à sa poésie, à son théâtre. Nul ne pouvait autant s'extasier devant les douces demeures de son paysage. Et c'était toujours avec des yeux de surprise que les gens me demandaient « Mais madame, comment faites-vous pour savoir si une bavette est moins bonne quand elle est fraîche? Mais comment faites-vous pour goûter les subtilités d'un vieux Bourgogne? Comment faites-vous pour parler de Brahms et de Tchaïkovski? Ah, vous êtes si belle. Vous êtes mannequin, madame ?» Être une femme dans ce contexte-là et ailleurs était une transposition permanente. Y était fier de moi, je le servais. Faire les courses, promener le chien et mon autre moi, faire la cuisine, aller chez le coiffeur. Je n'allais plus chez la sœur Josépha. Cela, c'était le début. Maintenant, je n'étais plus juste cette noire-là. Je n'étais plus cette noire-là. Y me voulait dans sa culture, intégralement. J'allais chez les plus grands coiffeurs de Paris, rue du Dragon. Je continuais à porter les cheveux très courts, ainsi le voulait l'homme. La manucure régulièrement. Ni la mère de Y, ni ce dernier n'auraient apprécié que je n'aille pas régulièrement me faire entretenir les mains, la peau. Quand l'homme qui voulait qu'il en soit ainsi rentrait de son travail ou d'un voyage, il trouvait qu'il était attendu plus qu'il ne l'espérait. Rue de Sèvres, la mère de Y avait la fenêtre de sa chambre à coucher qui donnait sur la grande cour intérieure et de là nous surveillait presque en permanence. Que pensait cette femme de tout cela? S'il m'arrivait de ne pas ouvrir les volets avant d'aller promener le chien, elle me le faisait remarquer dès que je passais la voir. Passer chez elle après la promenade du chien était un rituel auquel je ne devais jamais manquer. Elle aurait été capable de téléphoner à Y à son travail si je ne le faisais pas. C'était par moi qu'elle voulait apprendre tout ce que son fils vivait. J'étais incapable de l'informer, ne l'étant pas moi-même, car Y s'était replié sur lui-même depuis les troubles survenus dans son ménage. Lui-même m'avait recommandé de ne rien dire à sa mère. « Tu ne la connais pas, cette femme. Elle est capable de te mettre toute une histoire sur le dos. Il ne faut rien lui dire. Je connais ma mère. » J'étais certaine que Y me cachait beaucoup de choses. Mais comme je n'en étais pas là avec lui, je ne lui posais pas de questions. Les changements qui s'opéraient en moi prenaient une ampleur effrayante. Y devenait de plus en plus taciturne, de plus en plus préoccupé. Il maigrissait à vue d'œil. Au début, je croyais que c'était seulement dû au fait que pour l'empêcher de se saouler, j'avais vidé les bouteilles d'alcool dans l'évier. À l'heure du déjeuner, quand il venait manger avec moi, je servais les repas avec du thé chaud sans sucre, du thé fumé japonais ou du thé lapsang souchong. C'était cela que je croyais, mais non. Il souffrait atrocement de la séparation d'avec sa femme. Il l'aimait et n'avait jamais repensé qu'il se séparerait d'elle un jour.